Bonjour. 20 ans après la loi de 2005, celle qui devait vraiment changer la donne pour l'emploi des personnes handicapées en France, on se retrouve avec un bilan assez contrasté. La plupart des gens voient bien qu'il y a eu des progrès, mais très très peu parlent de changements vraiment majeurs. Alors comment on explique ça, ce décalage? Oui, c'est exactement ça. C'est le paradoxe qui saute aux yeux quand on lit cette grande étude IFOP. Elle est vraiment très riche, menée auprès de plus de 700-800 personnes, c'est pas rien. Ah oui, 7800 personnes, c'est une base solide. Tout à fait. Et elle a été commandée par des acteurs majeurs. Le FIPHFP, qui s'occupe du handicap dans la fonction publique, l'AGFIP pour le secteur privé, et puis l'association L'Adapt, qui est très active sur l'insertion pro. Et le timing est intéressant aussi, non? Juste pour les 20 ans de la loi et avant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser tout ça, comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est ça. Voir ce qui a avancé, bien sûr, mais surtout mettre le doigt sur ce qui coince encore. Et qu'est-ce que ça nous dit de l'inclusion, la vraie, aujourd'hui? Allez, on y va. Ce bilan alors, 20 ans après la loi, il ressemble à quoi concrètement? Il a un goût d'inachevé, faut le dire, hein. C'est vrai, 60% des personnes handicapées interrogées disent qu'il y a eu des avancées depuis 20 ans. Bon, c'est déjà ça montre que les choses ont bougé un peu. Oui, 60%, c'est pas négligeable. Non, mais le chiffre qui interpelle vraiment, c'est que seulement 12% parlent de véritables changements majeurs. 12% en 20 ans. Franchement, c'est peu. C'est même très peu. Ça donne l'impression que les changements, c'est peut-être plus en surface, ou alors que ça dépend beaucoup de qui on est. Exactement. Et cette perception, elle est encore plus, plus mitigée chez certaines personnes. Par exemple, pour celles qui ont un handicap psychique, c'est 55% qui voient des progrès. Ou un multi-handicap, là c'est 53%. Ah oui, donc moins que la moyenne. Moins, oui. Comme si certains handicaps rendaient l'inclusion encore plus compliquée, ou en tout cas moins visiblement efficace. Ça suggère que les mesures générales, ça suffit pas toujours. Il faut sans doute des approches plus fines, plus ciblées. Et quand on leur demande ce que ça veut dire pour eux, l'égalité professionnelle, au-delà des textes, dans la vraie vie. Ah, ça c'est très intéressant. Pour 41%, donc une grosse partie quand même, l'égalité c'est avant tout être reconnu pour ses compétences sans préjugés liés au handicap. On sent bien là que le problème, il est plus juste juridique ou technique. C'est une question de regard, en fait. C'est ça. C'est devenu un enjeu culturel, sociétal. Le vrai défi maintenant, c'est de faire bouger les mentalités, les représentations dans les entreprises elles-mêmes. Ce qui nous amène tout naturellement à regarder comment ça se passe pour entrer dans l'entreprise. Le recrutement. L'étude en parle comme d'un vrai parcours du combattant. Le no est bien choisi, oui. Les chiffres sont assez bruts. Imaginez un peu, 81% des candidats en situation de handicap ont déjà eu un refus de poste sans explication valable. 81%. C'est énorme. C'est énorme. Et ça crée forcément un sentiment d'arbitraire, de défiance. Et c'est pas tout, hein. Plus de la moitié, 57%, ont eu droit à des questions intrusives sur leur handicap pendant l'entretien. Des questions qui souvent n'ont rien à voir avec le poste ou les compétences. Des pratiques qui sont clairement discriminatoires, en fait. Et j'imagine que la conséquence directe, c'est la peur de le dire, son handicap. C'est exactement ça. La peur de la discrimination pousse à la dissimulation. Près de 2 tiers, 62%, reconnaissent avoir déjà caché certains aspects de leur handicap en entretien. Et pire, plus d'un tiers, 36%, choisissent de ne rien dire du tout. Rien du tout? Rien. Et ce chiffre, il grimpe même à 40% pour les personnes avec un handicap psychique. Parce que là, la stigmatisation est souvent encore plus forte. On en arrive à parler d'une sorte d'invisibilité forcée. C'est une expression assez terrible quand on y pense. Oui, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Forcer, parce que c'est pas un vrai choix. C'est plus une stratégie de défense pour éviter d'être discriminé d'emblée. Mais c'est un piège. Comment ça, un piège? Parce que non seulement ça met la personne dans une situation hyper stressante de non-dit permanent, mais surtout, ça la prive des aménagements de poste dont elle pourrait avoir besoin et auxquels elle a droit. Si on dit rien, comment demander un siège adapté, un logiciel spécifique, des horaires aménagés, ça fragilise tout dès le départ. D'accord. Donc, si déjà le recrutement, c'est compliqué, l'étude dit que ça ne s'arrange pas forcément une fois qu'on est en poste, la carrière aussi, ça semble imposer problème. C'est le deuxième gros point noir, oui. On voit très nettement un effet plafond de verre. Accrochez-vous, 70% des salariés en situation de handicap n'ont eu aucune promotion ces 5 dernières années. 70%. Oui. Et si on compare avec l'ensemble des salariés français, où c'est 58%, l'écart est là. Il est bien réel. Les carrières avancent moins vite, elles stagnent plus souvent.
Et est-ce que ça finit par décourager les gens? Est-ce qu'on voit une sorte d'autocensure, d'abandon des ambitions? Il semblerait, oui. L'étude pointe ça. Une forme d'adaptation par le bas, en quelque sorte. Il n'y a que 56% des personnes handicapées qui disent accorder de l'importance aux perspectives d'évolution de carrière. Alors que c'est 65% chez les autres salariés. Exactement. La différence est significative. C'est un peu comme si, à force de se heurter à des murs, une partie d'entre elles finissait par se dire que, bon, la promotion, c'est pas pour moi ou que ça va être trop compliqué à aller chercher. Et les moments où on change de poste ou d'entreprise, c'est particulièrement difficile. Ah oui, très critique. Pour quasiment une personne sur deux, 46%, ces transitions, c'est là que le handicap redevient un poids très lourd. Et ça se comprend bien, hein. Bah oui, il faut tout recommencer. C'est ça. Faut repartir de zéro pour les aménagements, renégocier, réexpliquer son besoin, refaire ses preuves avec une nouvelle équipe, un nouveau manager. C'est potentiellement épuisant, angoissant même. Ça peut vraiment freiner l'envie de bouger. Et tout ça, ces difficultés individuelles, elles sont aussi liées à l'environnement de travail lui-même, j'imagine. L'étude parle d'une inclusion qui n'est pas la même pour tout le monde, à plusieurs vitesses. C'est très clair, oui. L'accès aux outils, aux adaptations nécessaires, c'est pas du tout pareil partout. Par exemple, 3/4 des cadres, 75%, disent avoir des aménagements adaptés. D'accord. C'est aussi le cas pour 71% des salariés dans les grandes boîtes, celles de plus de 250 personnes. Mais ce chiffre tombe à seulement 43% chez les ouvriers. Ah oui, la différence est énorme. Moins d'un sur deux. Moins d'un sur deux. On voit bien la fracture sociale, là. Et aussi une prime aux grandes structures qui sont sans doute mieux équipées, ou plus sensibilisées, ou qui ont plus de moyens. Et dans ce paysage un peu contrasté, il y a un acteur qui semble vraiment faire la différence, c'est le référent handicap. Ah oui, son rôle est absolument crucial. C'est une des conclusions fortes de l'étude. Les chiffres sont sans appel. 76% des salariés qui sont accompagnés par un référent handicap, cette personne ressource dans l'entreprise, ont bien les outils adaptés dont ils ont besoin. 76%. Et pour ceux qui n'en ont pas, Eh bien, ça tombe à 53%. À peine plus d'un sur deux. La différence est flagrante. Donc, sa présence change vraiment les choses sur le terrain. c'est plus que sa présence, c'est son action. Le référent handicap, quand il est bien identifié, formé et actif, c'est un facilitateur, un médiateur. C'est quelqu'un qui connaît les aides, les démarches, qui peut faire le lien avec le manager, les RH, la médecine du travail. Il crée un climat de confiance, en fait. Exactement. Il contribue à créer ce climat de confiance qui est essentiel. Un espace où on peut dire plus facilement ce dont on a besoin, sans avoir peur d'être jugé ou que ça se retourne contre nous. Et cette confiance, justement, cette sécurité psychologique, l'étude montre qu'elle n'est pas toujours au rendez-vous. C'est un frein peut-être moins visible, mais tout aussi fort. C'est un frein majeur, oui. Les indicateurs de confiance sont globalement moins bons pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, seulement 67% se sentent en sécurité pour signaler un problème ou une difficulté sans craindre des conséquences négatives. Contre 73% pour les autres salariés. Oui, ces 6 points d'écart, c'est pas rien. Ça traduit une méfiance, une certaine réserve. Et j'imagine que quand on parle de santé mentale, c'est encore plus sensible. Tout à fait. Et là, c'est particulièrement préoccupant. Presque 6 personnes sur 10, 58% pour être précis, disent qu'elles ne pourraient pas parler de leur santé mentale au travail sans craindre des répercussions négatives. Peur d'être jugé et mis à l'écart. Voilà. Jugement, mise à l'écart, frein pour la carrière. Alors qu'on parle de plus en plus de santé mentale pour tout le monde, cette peur spécifique chez les travailleurs handicapés, c'est un vrai signal d'alarme. Ça montre tout le chemin qui reste à faire pour avoir une culture d'entreprise vraiment bienveillante et ouverte sur ces sujets. Et du coup, on comprend mieux pourquoi certains critères deviennent plus importants quand on cherche un emploi. Logiquement, oui. Cette insécurité, cette méfiance, ça explique pourquoi les personnes handicapées accordent une importance plus grande statistiquement à la bienveillance affichée par l'employeur, 76% contre 70% en moyenne. Et à sa politique d'inclusion aussi, j'imagine. Surtout, oui. 69% y attachent de l'importance contre 54% des autres salariés. C'est plus juste un petit plus là, ça devient un critère déterminant pour oser postuler, pour se dire là je peux y aller. La réputation de l'entreprise, mais aussi ses actions concrètes en matière d'inclusion, ça compte énormément. Bon, alors face à ce tableau assez complet, avec ses ombres, mais aussi quelques lueurs d'espoir, comme le rôle du référent, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes? Qu'est-ce que préconise le FIP-FHP, l'AGFIP et l'ADAPT? Il ne se contente pas du constat, heureusement. Il lance un appel commun pour que les employeurs, publics comme privés, se mobilisent davantage. L'idée générale, c'est vraiment de passer des bonnes intentions
aux actes concrets, mesurables. Et ils identifient des leviers précis sur lesquels agir. Oui, plusieurs leviers clairs. D'abord, et ça ne surprendra personne après ce qu'on a dit, généraliser et surtout renforcer le rôle du référent handicap. On a vu son impact. Il en faut partout et il faut qu'ils soient bien formés, qu'ils aient les moyens d'agir. D'accord, premier point. Deuxième point, développer de manière systématique les aménagements raisonnables. Ça recouvre plein de choses, l'adaptation du poste, bien sûr, les logiciels spécifiques, mais aussi l'organisation du travail, le télétravail par exemple, quand c'est possible et que ça correspond à un besoin. L'idée, c'est vraiment de trouver des solutions sur mesure. Et au-delà de ces aspects très pratiques, il y a l'enjeu culturel dont on parlait au début. Il est au cœur des recommandations. Il faut absolument valoriser les compétences avant tout. Lutter contre ces préjugés qui mènent aux écarts de salaire, au manque de promotion. Ça passe par de la sensibilisation, bien sûr, mais aussi par des processus RH qui soient plus objectifs, peut-être moins biaisés. Et former les managers. Point essentiel, la formation des managers, ce sont eux qui sont en première ligne au quotidien. Il faut qu'ils soient mieux outillés pour accompagner tous leurs collaborateurs, y compris sur ces sujets parfois un peu délicats comme les troubles psychiques ou la santé mentale en général. Il y a une phrase de la présidente du FIFP, Françoise Descamps-Crosnier, qui résume bien ça, je crois. Oui, elle dit quelque chose comme « l'inclusion ne peut se limiter aux intentions. Elle doit se vivre au quotidien, dans chaque équipe, chaque service. » C'est un appel à l'action très direct. Et elle insiste sur le fait que la fonction publique doit être exemplaire là-dessus. Mettre la priorité sur la confiance, le soutien à la santé mentale, l'adaptation réelle des environnements de travail et, encore une fois, le rôle central des référents handicap. Et tout ça, ça résonne avec le thème de la prochaine Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la CEPH 2025. Complètement. Le thème choisi, c'est « Handicap, c'est emploi, l'égalité pour toutes et tous ». Ça fait le lien direct entre l'héritage des 20 ans de la loi de 2005, les enjeux d'aujourd'hui sur l'accessibilité, la compensation en travail et cette question cruciale de la santé mentale. D'ailleurs, la santé mentale, ce sera la grande cause nationale en 2025. Ah oui, c'est vrai. Oui, avec un focus sur l'inclusion des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Donc, cette étude IFOP, elle arrive pile au bon moment pour nourrir cette réflexion collective. Et une des conclusions importantes de l'étude, c'est que finalement, un environnement de travail qui est vraiment inclusif, ça ne bénéficie pas qu'aux personnes handicapées, c'est ça? C'est une idée vraiment essentielle. Créer un environnement où tout le monde se sent assez en sécurité pour parler de ses besoins, qu'ils soient liés à un handicap ou non, où les compétences sont reconnues à leur juste valeur, où on prend la santé mentale au sérieux, où on pense les aménagements de manière intelligente. Tout ça, ça améliore le bien-être, l'engagement et même la performance de tous les salariés. C'est un investissement pour tout le monde, en fait. C'est exactement ça. C'est un investissement qui bénéficie à toute l'organisation. Ce n'est pas juste une politique pour une catégorie de personnes. Bon, si on devait résumer un peu les points clés de notre exploration de cette étude IFOP, on a vu des progrès depuis 20 ans, c'est reconnu, mais jugé vraiment insuffisant par les personnes concernées elles-mêmes. Il y a un vrai décalage entre la loi et ce qu'elles vivent au quotidien. On a vu aussi que le recrutement, ça reste un parcours semé d'embûches, avec beaucoup de discrimination, de peur, ce qui pousse à cacher son handicap. Et puis, une fois en poste, les carrières qui sont souvent freinées, avec même un risque d'autocensure des ambitions. Mais on a vu aussi des leviers concrets, l'importance capitale du référent handicap, ça ressort très fort, et aussi le poids de l'insécurité psychologique, surtout autour de la santé mentale. D'où l'appel à des actions vraiment tangibles. Généraliser les référents, rendre les aménagements raisonnables systématiques, évaluer vraiment sur les compétences sans préjugés, et puis former les managers à tous ces enjeux. C'est un panorama qui montre bien qu'il y a encore du chemin à faire pour passer d'une égalité sur le papier à une égalité dans les faits, quoi. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée. L'étude nous dit que ce que veulent avant tout les personnes handicapées, c'est être reconnues pour leurs compétences, sans le filtre des préjugés. C'est leur aspiration numéro 1. Oui. Et pourtant, en même temps, on apprend qu'une personne sur 3, 36%, fait ce choix difficile de cacher son handicap au moment clé du recrutement, justement par peur de ces mêmes préjugés. C'est un cercle vicieux, en quelque sorte. La question qui reste, c'est donc comment les employeurs peuvent-ils faire concrètement, au-delà des belles paroles et des chartes signées, pour créer ce lien de confiance qui est si fondamental? Comment faire en sorte que chaque personne,
avec ses forces, mais aussi ses fragilités éventuelles, se sentent assez en sécurité pour être simplement elles-mêmes, pour dire ses besoins, et du coup pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes au travail. C'est sans doute là que se trouve une des clés majeures, oui. Pour une inclusion qui soit pas juste une façade, mais quelque chose de réellement vécu tous les jours. Une question essentielle pour faire bouger les lignes durablement.